Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors, dans le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'Université du Temps Libre, Élise Serrano va essayer de mieux vous faire connaître Pierrette Cubero. Pierrette Cubero a été professeure d'espagnol dans un lycée de Tarbes, intervenante à l'Université du Temps Libre, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la peintre Pierrette Cubero. Pierrette Cubero, bonjour. Bonjour Élise, bonjour à tous. J'avais déjà vu au moins 3 expositions de toi, une au lycée Lautréamont, une au musée Larrey à Campan, une exposition aussi à la galerie Valera à Tarbes. Je croyais connaître la peintre. Or, en visitant ton atelier, en parlant avec toi, j'ai découvert une artiste employant des techniques diverses que je ne connaissais pas. Et surtout une personne passionnée pour ce qu'elle a fait. Bon, Pierrette, parle-nous un peu de toi. Bon, alors donc j'étais professeure d'espagnol et j'avais depuis toujours au fond de moi cette passion pour l'esthétique, pour le dessin, pour la peinture, pour les arts plastiques en général. Ma vie, comme celle de beaucoup de personnes, a été prise par l'activité professionnelle, la vie familiale à laquelle j'ai toujours donné la priorité. Donc, j'ai dû un temps laisser tout ça un peu de côté, entre parenthèses, avant de pouvoir m'y consacrer plus largement ensuite. Donc j'ai toujours eu cette passion de l'image. Quand j'étais enfant, je lisais et je passais beaucoup de temps à feuilleter le gros dictionnaire en 5 volumes, le dictionnaire Larousse que possédaient mes parents. Je m'installais par terre car ce sont des volumes, je les ai toujours d'ailleurs extrêmement lourds, et je m'attardais sur les pages qui présentaient des reproductions, alors souvent dans une espèce de sépia un peu marron, mais aussi des pages en couleur, et je dévorais du regard ces œuvres magnifiques, parfaitement réalisées. Je m'intéressais à leurs auteurs, dont je cherchais quelques notices dans le dictionnaire. Donc j'avais vraiment ce goût très développé, comme regardeuse, si je puis dire, mais aussi comme faiseuse, c'est-à-dire que je ne me contentais pas de regarder les œuvres et de les admirer, mais j'essayais de mon côté d'en créer, le terme est peut-être un peu pompeux, mais enfin, de faire à mon tour. Donc à l'époque, c'était bien sûr souvent du dessin. La peinture, c'était de la gouache, parce que c'est une matière facile à se procurer, qui n'est pas très chère. Elle n'a besoin comme support que de papier. Donc je me suis longtemps exercée maladroitement, puis en progressant petit à petit avec ces deux façons, le dessin et essentiellement la gouache et la peinture. Et puis, quand j'ai eu 14 ou 15 ans, j'ai eu envie de passer à un stade supérieur, si je puis dire, et j'ai demandé à mes parents de m'acheter une boîte de peinture à l'huile. Alors, à l'époque, évidemment, on ne faisait pas d'achat en ligne, Amazon n'existait pas, nous sommes donc partis en délégation chez le commerçant à Montauban, puisque je suis montalbanaise d'origine, qui n'avait bien sûr pas de boîte de peinture à l'huile en stock. Il a fallu la commander, ça m'a rendue folle, j'étais très déçue. Et comme je suis quelqu'un d'assez impatient, j'étais là pleine d'envie, pleine, croyais-je, d'inspiration. Donc j'ai été déçue, j'ai attendu, la boîte est arrivée. Et comme j'étais latiniste, je n'ai rien trouvé de mieux que de me lancer sur un carton entoilé dans la réalisation, entre guillemets, de l'incendie de Rome, dont on a fait souvent porter la responsabilité à Néron. Inutile de dire que malgré mon enthousiasme, le résultat a été particulièrement médiocre et que j'ai été évidemment déçue par cette première tentative. Comme on l'est souvent, quand on crée, on réussit de temps en temps, et je crois qu'on rate souvent. Enfin, il me semble, si on est honnête, je crois. Voilà ma première expérience avec l'huile. Mais ce tableau, tu l'avais trouvé quoi, dans le dictionnaire? Non, c'était ma pure imagination. Après mes exercices de latin, je m'étais mis ça dans la tête. Alors, beaucoup de jaune, beaucoup de rouge, les flammes, la fumée, mais rien évidemment de recevable une fois que j'ai eu terminé. Ah, donc ce n'était pas une copie, non, c'était ça déjà n'était pas une copie. Voilà, j'avais la prétention d'imaginer que je pourrais toute seule faire quelque chose comme on l'est quelquefois quand on est enfant ou adolescent. On croit qu'on n'a pas besoin de base ni d'apprentissage et qu'on peut par soi-même réaliser une œuvre de qualité.
Bon, mais ton parcours est atypique puisque tu n'as jamais fait d'école d'art. Alors, d'école d'art à proprement parler, non. J'ai quand même fréquenté des ateliers. J'ai travaillé toute seule longtemps et puis je me suis dit, bon, il faut que tu ailles voir de plus près des techniques, que tu prennes, comment dire, exemple de personnes qui maîtrisent parfaitement cet art. Donc, comme j'habitais à l'époque les Pyrénées-Atlantiques, je suis allée dans un atelier d'aquarelle à Pau. Plus tard, j'ai fréquenté à Tarbes notre atelier d'aquarelle. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé ces deux expériences, mais elles m'ont permis de me rendre compte que l'aquarelle, ça n'est pas mon médium favori. Je crois que l'aquarelle n'est pas faite pour moi et que je ne suis pas faite pour elle. Peut-être parce que c'est l'art de la patience et que je suis plutôt impatiente, qu'il faut que tout aille à 100 à l'heure. Donc, bon, je n'approfondis pas davantage les raisons pour lesquelles je ne me suis pas davantage consacrée à l'aquarelle, mais j'ai quand même appris, même si ensuite on ne poursuit pas dans telle ou telle technique, on apprend toujours de ceux qui maîtrisent parfaitement justement cet art. Ensuite, j'ai continué à travailler toute seule et puis j'avais vu sur la revue Beaux-Arts, dans les dernières pages, des annonces qui parlaient de cours qu'on pouvait prendre sur place ou bien par correspondance. Je me suis dit, après tout, je pourrais essayer. J'ai donc adhéré, si je puis dire, enfin, à un cours d'une dame professeure qui habitait dans l'Aude. Et à l'époque, ça semble remonter au Moyen-Âge, c'est pas si vieux que ça fait une quinzaine d'années, 20 ans maximum, par les moyens les plus classiques, c'est-à-dire le courrier papier. Je recevais les cours que j'étudiais sérieusement et puis je préparais mes petits travaux de taille modeste, bien sûr, puisqu'il fallait les envoyer sous enveloppe par la poste. Et là, je me suis trouvée, j'allais dire presque près d'une personne, géographiquement non, puisque j'étais dans l'Haute-Pyrénées et elle dans l'Aude, mais sur le plan esthétique, une sorte de connivence, de complicité est née entre nous. Elle m'a énormément apporté. Elle n'était pas du tout complaisante. Lorsque quelque chose n'allait pas, elle savait le dire et le noter en marge du travail. Mais elle m'a donné une confiance immense que je n'avais sans doute pas. Quand je travaillais toute seule dans mon atelier, j'avais l'impression d'avoir un peu comme un ange gardien près de moi. Et je crois que je lui dois beaucoup, beaucoup. Alors, ça peut paraître bizarre, par correspondance. À l'époque, bon, on n'avait pas les cassettes, on n'avait pas les DVD et les tutoriels aujourd'hui sur Internet. Mais je lui dois énormément. Et tu peux nous dire qui c'était? Alors, elle s'appelait Bernadette Saïd. Son site, elle avait fabriqué le nom de son site à partir de son nom et de son prénom, Berdias. Et n'ayant plus de nouvelles, il y a quelques années, je suis allée voir sur Internet et j'ai découvert qu'elle était décédée, ce qui m'a beaucoup touchée. Je ne connaissais pas son âge, c'était peut-être une personne déjà un peu âgée, mais ça m'a quand même pas mal bouleversée parce que j'avais l'impression d'être un peu son amie d'une certaine manière à travers l'art et à travers ses conseils particulièrement judicieux et qui m'ont beaucoup aidé. Et tu me disais aussi qu'elle t'avait donné confiance dans ta valeur d'artiste. Oui, c'est vrai, parce qu'à la fin du cours, on pouvait l'étaler sur la durée que l'on voulait, elle ne nous pressait pas du tout. J'avais commencé à faire quelques travaux, c'était du pastel, et je n'avais pas envie de faire un exercice pour le lui envoyer, donc je lui ai envoyé un mail en lui demandant si elle m'autorisait à lui envoyer par mail, évidemment, les photos de ces 2 ou 3 travaux que j'avais faits. Elle m'a dit oui, je veux bien, c'est exceptionnel. Je les lui ai envoyés et très rapidement en retour, elle m'a envoyé un courriel me disant ça, c'est du Cubero. Et quand j'ai entendu ça, évidemment, ça a été un bonheur immense parce que je me suis dit, tu as trouvé une expression reconnaissable et donc tu es en train de te construire de ce point de vue. Oui. Et alors, en parlant du pastel, tu m'as dit aussi que c'était un peu ton médium. Alors, oui. Mais j'ai appris, moi, qu'il y avait 2 sortes de pastels, ce que je ne savais pas. Alors, c'est devenu ce que je clamais haut et fort être mon médium parce que j'avais repris la peinture à l'huile et je suis devenue peu à peu allergique aux additifs, en particulier à la térébenthine. Donc, j'ai essayé l'huile à l'eau, puisqu'elle existe, mais ça ne me satisfaisait pas beaucoup. Donc, j'ai arrêté. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais devenir si je ne peux plus produire quoi que ce soit. Donc, j'ai laissé passer un peu de temps et je me suis dit, mais tiens, tu n'as jamais travaillé le pastel, tu devrais peut-être essayer. Donc, il existe le pastel sec, c'est celui que j'ai surtout utilisé, et le pastel gras, qui est beaucoup plus onctueux, plus moelleux. Et je suis partie sur le pastel et j'ai dit, c'est mon médium, comme si je devais à vie ne plus jamais m'en détourner.
Ça n'a pas été le cas, bien sûr, mais enfin, j'ai travaillé quand même longtemps le pastel, qui m'a donné de grandes satisfactions, mais qui avait peut-être le défaut de me cantonner ou de me conforter dans mon côté dessinatrice. Je crois qu'au fond, je suis plus dessinatrice que peintre, et j'essaie aujourd'hui d'équilibrer un peu plus les deux facettes. Parce que le pastel, bon, on peut travailler le pastel de manière un peu informelle et moderne, mais c'est quand même assez rare. Et donc, j'étais tentée d'être dans la précision, dans le détail. Et bon, c'est ce qui a fait qu'à la longue, je m'en suis un peu détournée parce que je sentais que je m'enferrais dans quelque chose qui m'empêchait d'évoluer et de progresser. Voilà. Mais j'ai adoré, j'ai vraiment aimé beaucoup, beaucoup toutes ces années que j'ai consacrées à cette technique. Oui, tu as aussi fait de la peinture numérique. Voilà, alors là aussi, j'ai presque par hasard, j'ai eu accès à des logiciels d'art plastique à travers l'informatique. Et là aussi, je me suis lancée. Alors ça a été une expérience extraordinaire, mais je pense que c'était peut-être un peu trop tôt parce que personne ne m'a prise au sérieux. Aujourd'hui, l'expression plastique numérique est presque devenue une banalité. Peu importe, j'y ai quand même pris beaucoup de plaisir. Et c'était quelque chose de très stimulant parce que on n'a pas, quand on travaille sur l'écran de l'ordinateur, on n'a pas le poids, on a beau dire ce qu'on voudra, du gaspillage que l'on peut faire, que ce soit de la toile, du papier. Le matériel est quand même assez cher. Oui, ce que j'ai appris moi récemment, hein, Oui, qu'on dépense de l'argent. C'est ça, surtout quand on rate, qu'il faut recommencer. Donc ça ne va pas, on efface et on recommence. Donc ça donne une formidable liberté et ça rend beaucoup plus audacieux. Ça pousse à oser des choses qu'on n'oserait peut-être pas sur des supports classiques avec des techniques classiques. Et j'ai adoré cette période. J'avais même acheté une imprimante qui me permettait de les tirer sur papier. Parce que je revenais quand même sans cesse à ce besoin de retrouver la matérialité de l'œuvre produite. Voilà, j'ai adoré. Et je crois que si j'avais 20 ans aujourd'hui, je me lancerais vraiment dans le graphisme et dans toutes ces activités que permet l'informatique. Voilà. Mais ça a été vraiment là aussi une parenthèse, je dirais presque enchantée. Je me suis régalée. Et là, qu'est-ce que tu faisais? C'était des œuvres figuratives? Oui, je faisais des œuvres figuratives, effectivement, oui. Sans avoir forcément le modèle sous les yeux, des natures mortes, pas mal de natures mortes, des paysages aussi parfois. Alors, il y avait une palette de couleurs extraordinaires, des tailles de pinceaux, des formes de pinceaux. Donc, voilà, c'était quelque chose. Mais en parlant de pinceaux, tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant et par la suite, ce sera la même chose. Je crois que si j'étais allergique à l'essence de térébenthine, je crois que je suis allergique au pinceau en fait aussi. C'est-à-dire que tout ce qui peut être un intermédiaire entre le support et ma main me gêne, et le pinceau me gêne. Le pastel, ce n'est pas un intermédiaire, c'est la matière elle-même. Peindre la peinture au doigt qu'on pratique beaucoup dans les classes maternelles, c'est quelque chose que j'aime aussi beaucoup. Je crois que le pinceau me gêne. Alors, une autre aussi technique que j'ai aussi découvert, c'est des monotypes. Voilà. Alors là aussi, toujours la façon d'éviter le pinceau. Donc sur des supports, un support que je m'étais procuré qui est spécifique à cette technique-là, une sorte de plaque un peu caoutchouteuse. Donc c'était de l'acrylique. Avec l'acrylique, on ne peut pas le faire avec autre chose. Donc, je travaillais mes couleurs, je faisais des sortes de retraits avec des instruments divers, par exemple des couteaux à peindre. Et ensuite, je plaquais par-dessus une feuille que je retirais ensuite. Donc, il y avait là aussi un effet de surprise. Souvent, on fait les monotypes sur une plaque de verre, mais je préférais travailler sur cette matière plus moelleuse, là aussi, plus onctueuse. Et là encore, pendant plusieurs années, je me suis vraiment régalée à travailler cette technique qui, une fois qu'on soulève sa feuille, présente toujours une part d'inattendu. Hein. Voilà, on contrôle sans contrôler complètement. Oui. Et cette technique t'a permis d'évoluer? Absolument. Cette technique m'a permis d'évoluer, de quitter cette marotte dessinatrice que j'avais en quelque sorte, de libérer mon trait, parce que la technique l'impose quasiment. Et donc, je suis allée vers ces formes-là, et François Valera, qui a la gentillesse d'accueillir quelques-unes de mes œuvres, m'a dit un jour, mais vous devriez aller vers de l'abstrait, parce que ce que vous faites aujourd'hui s'en rapproche beaucoup. Et ça a provoqué dans ma tête un déclic. Je n'avais jamais pensé me consacrer du tout à un travail abstrait.
et je m'y suis lancée, mais à travers la technique que je pratique aujourd'hui, qu'on appelle le pouring. C'est un mot anglais du verbe to pour qui veut dire verser. En français, on appelle ça la peinture fluide, donc on peut très bien employer cette expression, qui est une technique que j'ai découverte assez récemment, puisque ça fait 1 an seulement que je la pratique. Et alors là, tu vas nous en parler, parce que moi, j'ai eu du mal à comprendre. Voilà. Donc en fait, c'est très simple, mais c'est en même temps extrêmement difficile si on veut évidemment obtenir un résultat qui tienne un petit peu la route. Je l'ai découverte presque par hasard sur Internet. Alors du fait que ça s'appelle le pouring, ça vient du monde anglo-saxon, essentiellement des États-Unis. À 99%, ce sont des femmes artistes qui le pratiquent. Il y a aussi quelques artistes femmes en Australie et quelques hommes très peu nombreux. Et donc, je me suis intéressée à ces artistes qui ont des sites sur lesquels elles diffusent tous les 2-3 jours, plusieurs fois par semaine, des tutoriels où elles montrent ce qu'elles font, y compris quand elles ratent leur travail. Et donc, un peu comme dans un atelier, je les ai beaucoup observés et j'ai pratiqué un peu. Donc, on prend un support qui est une toile ou du bois, un support bois, puisque le support bois est très intéressant, y compris pour l'huile, par exemple. On prépare des couleurs, soit dans un gobelet, on les superpose, ou bien on coule des petits cercles de couleurs sur le support directement. On peut percer un gobelet, le faire circuler sur la toile. Enfin, il y a 1000 façons de procéder. Et ensuite, une fois qu'on lâche tout ça, la couleur se répand et on doit, en orientant son support, la faire aller dans le sens qu'on veut ou qu'on peut, parce que quelquefois c'est un peu la peinture qui décide. On peut aussi se servir de sortes de palettes métalliques que l'on passe sur la peinture, ce qui provoque ce qu'on appelle en pouring des cellules, en peinture fluide, des cellules qui sont comme des petites bulles qui peuvent donner des assemblages et des formes très esthétiques et très jolies, ou donner un résultat minable, auquel cas on racle la toile, on la rince, on la laisse sécher et on repart pour un tour quand l'envie revient et l'inspiration revient. Voilà. Oui, moi je suis étonnée par ce que l'on arrive à faire, mais je suppose quand même qu'en amont, il doit y avoir une technique de peintre parce Et que... oui, il est possible que ce que j'ai engrangé précédemment m'aide. Je ne suis pas sûre que quelqu'un qui se lance comme ça dans la peinture fluide de but en blanc sans avoir travaillé avant d'autres techniques puisse réaliser quelque chose de correct, parce qu'on peut être très déçu, hein. On rate beaucoup, il ne suffit pas de répandre les couleurs sur le support pour que ça donne quelque chose. On peut bien sûr, mais enfin, je Oui. crois que ça ne trompe personne, hein. Oui, parce que dans ce que tu fais, d'abord il y a une harmonie des couleurs, mais aussi une espèce d'harmonie de forme. On a l'impression que c'est pensé et que c'est dans le fond la main qui a suivi la pensée, quoi. Oui. Que c'est pas le hasard qui a fait. Comme il n'y a tout pas ça. de volonté de représenter, c'est sûr que la forme et la couleur sont les 2 axes majeurs de cette pratique. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser dépasser, il ne faut pas que ce soit les formes et les couleurs qui prennent la main, hein, sur la volonté que l'on a soi de faire quelque chose. Ça n'est pas toujours évident, il y a quand même là aussi une part de surprise indéniable, hein. On ne peut pas tout contrôler, mais ça a aussi son charme finalement, surtout quand on a été comme moi, tellement tatillonne dans la représentation des détails. C'est une forme de libération, je dirais, et ça fait beaucoup de bien, je crois. Ça oblige à oser. Je crois que si en peinture fluide, si on n'ose pas, tout en essayant de maîtriser les choses aussi, on n'arrive à rien de bon. Voilà l'impression que j'ai. Alors, c'est ta dernière technique et tu fais exclusivement cela ou tu continues? Non, pour l'instant, je ne me consacre qu'à la peinture fluide, effectivement. Et je ne sais pas combien de temps j'ai encore devant moi sur cette terre, mais je n'ai pour l'instant pas l'intention de changer, puisque je suis loin de maîtriser. Ça fait à peine 1 an que je pratique, donc avec des interruptions, je ne peux pas peindre forcément tout le temps, donc je veux essayer de m'améliorer, de peaufiner, d'améliorer, d'arriver à... Comme il y a plusieurs façons de procéder, j'aimerais les maîtriser, si possible toutes, ou en maîtriser plusieurs, arriver à les mener correctement. Donc je ne veux pas me disperser, je n'ai pas de regrets par rapport aux autres, hein. J'ai tourné une page, rien ne dit que je ne reviendrai pas un jour, mais mes boîtes de pastels n'ont pas bougé de l'étagère depuis déjà plusieurs années, je n'y suis pas revenue. Voilà. Ah bon.
Bon, alors que ton projet immédiat, c'est de continuer à creuser Voilà. cette technique, C'est quoi. ça, parce que lorsque j'arrive, j'ai toujours l'impression, avec les autres, je suis arrivée à un bout de cycle. On n'a jamais fait le tour, hein, c'est un peu prétentieux d'avoir cette impression, mais en fait, j'avais l'impression que je ne pouvais plus rien faire, que je ne produisais rien de bon, donc je laissais un temps de latence, un temps d'attente, et je me disais, bon, ben, tu vas bien trouver autre chose. Et donc, je pense qu'une fois que je suis arrivée de mon point de vue, hein, de mon impression, au bout d'un cycle, eh bien, j'ai besoin de passer à autre chose. Donc, actuellement, je suis dans le cycle peinture fluide et je n'en suis qu'au début. Et est-ce que tu as un projet d'exposition? Alors, ben, je participe aux expositions, au salon des associations dans les Hautes-Pyrénées, l'Amicale des Arts de Séméal, les Amis des Arts de Tarbes. François Valera, de temps en temps, veut bien prendre quelques-uns de mes travaux. Il en a pris l'année dernière les premiers que j'ai réalisés en peinture fluide. Pour le moment, bon, je reçois des sollicitations par Internet, mais bon, les expositions sont loin. Je ne fais pas trop confiance à ces entreprises qui sont là plus pour faire payer celui qui veut exposer, pas forcément parce qu'ils estiment que ça vaut la peine. Donc, bon, je préfère m'en tenir à ma petite vie ici, tranquille. Et Oui, puis ensuite, je sais que tu aimes rencontrer les personnes qui viennent voir tes voilà, œuvres, hein. c'est ça, c'est Tu, ça. tu aimes échanger Voilà, aussi c'est très avec. agréable, oui, 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 d'écouter ce que ce que les les gens gens disent. disent. Voilà, oui, tout à fait. Oui, Ça voilà. apporte beaucoup parce que ça permet même quelquefois de corriger des choses ou de prendre du recul pour essayer d'avancer dans le travail que l'on a entrepris. Voilà. Bon, mais est-ce que tu as des choses à ajouter? Mais non, que je suis très contente de cette rencontre. Ça me fait très plaisir de parler un peu de ce travail. Même si j'aime bien être tranquille dans mon atelier, j'ai plaisir à partager tout ça. Et c'est pour ça qu'on a plaisir à exposer aussi, parce qu'on ne travaille pas que pour soi. On a besoin de montrer ce que l'on fait, que les gens se rendent compte je sais pas, de la passion que l'on met dans le travail, même si le travail n'est pas forcément toujours reçu de manière positive. Hein. J'attends pas des compliments, mais j'attends Oui, des un réactions, un retour, voilà, Oui, un c'est ça. retour sur ce que l'on peut proposer. Bon, merci Pierrette pour cet entretien si riche. Bon, vous avez découvert une personne passionnée par son art. Bien que cela n'ait pas été ta profession, tu t'y investis complètement, hein. Voilà, c'est vrai que j'avais la passion pour la langue espagnole, pour l'Espagne. Je suis montalbanaise d'origine, comme je le dis. Mes parents avaient fait la connaissance d'une famille d'Espagnols réfugiés, qui était une famille très nombreuse à Montauban, comme à Toulouse et dans d'autres villes de Midi-Pyrénées. Et donc, dès l'âge de 4-5 ans, j'ai eu dans l'oreille cette langue. J'ai vécu cet exil de ces amis à travers eux comme si c'était le mien. Je m'y suis beaucoup identifiée et je pense que cette passion est née de là. Et j'avais en balance ces deux amours, si je puis dire, un peu comme Joséphine Baker, c'est-à-dire le monde hispanique et puis l'expression esthétique et artistique. Voilà. Voilà, tu t'es entièrement investi dans ton travail, mais aussi dans la peinture, hein. Pour toi, la peinture, ce n'est pas un passe-temps, mais moi j'ai senti que c'était une de tes qualités intrinsèques, hein, et cela depuis toujours. C'est vrai, je ne suis pas... là, ça aussi, ça peut paraître prétentieux, peintre du dimanche. En tout cas, je ne veux pas dans mon comportement et dans ma pratique l'être, hein. Je ne dis pas que ce que je fais vaut plus qu'un peintre du dimanche, mais... C'est vrai que ça n'est pas un passe-temps, c'est quelque chose qui est très très important pour moi, d'autant plus que n'ayant plus d'activité professionnelle, je peux consacrer à cette activité beaucoup plus de temps qu'auparavant, évidemment. Tu as toujours été en recherche de nouvelles techniques et nous espérons que tu en trouveras d'autres, hein. Et j'espère que nous pourrons voir tes tableaux dans une prochaine expo. Merci J'espère beaucoup. aussi. Merci Élise.